Je vous remercie d'être présent à ce 4e webinaire du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Normandie. Le sujet aujourd'hui, c'est construire et aménager en zone à risque majeur. C'est vrai qu'on est dans un contexte de changement climatique où on observe une vulnérabilité croissante des territoires face à des phénomènes extrêmes et de plus en plus fréquents, surtout, que ce soit en termes d'inondation, de ruissellement, de submersion marine, de remontée de nappes phréatiques, mouvement de terrain, chute de pierre. Je n'ai peut-être pas tout cité, voire sismique. Mais ça, ce n'est pas un sujet que nous aborderons aujourd'hui, puisque là, les thématiques sont trop larges et nous n'avons pas assez de temps. Mais alors, notre question aujourd'hui, c'est que peut un architecte dans un tel contexte? Comment s'adapter et prendre en compte les risques majeurs dès les premières phases de conception des projets et reconnecter l'architecture à son environnement? Pour répondre à ces questions, plusieurs intervenants sont présents pour partager leur expérience autour de projets locaux. Et donc, nous aurons Céline Coder, que je présenterai, qui est chargée d'études au CAUE 14 et qui est architecte HMO-NP et des risques majeurs. Nous aurons Camille Bezuel, architecte de l'agence d'architecture Déclic et Décalque, qui nous parlera de la réhabilitation du bâtiment du CAUE 14 à Caen. Yann Gourville, architecte urbaniste, et Zoé Faou de l'agence BMC2, qui nous parlera de leur projet, de leur démarche plutôt sur la Côte Fleurie en Normandie, j'y reviendrai. Et bien sûr, Philippe Madec, architecte urbaniste, sur l'éco-village des Noé à Bec-de-Reuil, pour lequel il nous parlera aussi de ce projet qui aujourd'hui est éco-quartier, label éco-quartier étape 3. Céline Coder, donc vous allez commencer par témoigner sur le sujet de construire, aménager en zone à risque majeur. Aujourd'hui, c'est plutôt un témoignage d'un parcours et d'un engagement dans l'association des architectes des risques majeurs, puisque vous êtes architecte HMO-NP et architecte des risques majeurs. Vous avez un diplôme de spécialisation et d'approfondissement risque majeur de l'ENSAP de Belleville. Vous êtes chargée d'études donc au CAUE du Calvados depuis 2019 et vous êtes vice-présidente de l'Association des architectes des risques majeurs. Vous mettez à l'épreuve cette spécialisation face à l'exercice professionnel, notamment au quotidien, mais aussi de l'architecte, notamment dans une mission d'AMO et de conseil ou des tentatives de projets sur des concours à l'étranger. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre parcours et donc de votre engagement dans l'Association des architectes des risques majeurs, la présentation de l'ARM, qu'est-ce que l'ARM, qu'est-ce qu'un architecte des risques majeurs, quel est son rôle et la notion du risque majeur. Je vais partager votre document. Est-ce que Céline, vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien. D'accord. Merci pour cette introduction. Donc, je vous laisse prendre la parole. Ça marche. Bonjour à tous. Je tenais à vous remercier pour cette invitation à ce webinaire. C'est effectivement un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur depuis quelques années maintenant. Donc oui, j'ai une double casquette, celle de chargée d'études en CAUE, donc au CAUE du Calvados qui se situe à Caen. Et je suis cofondatrice et actuelle vice-présidente de l'Association des architectes des risques majeurs, que vous avez peut-être plutôt rencontré sous le sigle ARM. Donc, je vais essayer d'avoir un propos introductif pour définir ce qu'est un risque majeur et puis surtout, effectivement, quel est le rôle que peut jouer un architecte dans un tel contexte exposé au risque. Donc, un risque majeur, c'est la possibilité qu'un événement d'origine naturelle ou anthropique, donc c'est-à-dire lié à l'activité humaine,
que cet événement se produise avec des effets qui peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et qui risquent de dépasser en fait les capacités de réaction habituelles d'une communauté, de la société. Dans le cadre de mon travail au CIE, j'ai travaillé sur plusieurs événements, plusieurs actions de sensibilisation sur la thématique du risque. Et je suis actuellement en train de finaliser un guide, un cahier à destination des élus pour les sensibiliser à cette thématique-là. Et c'est dans le cadre de ce travail-là qu'on a réalisé des illustrations comme le bloc diagramme que vous avez devant les yeux là, et qui cherche à répertorier, d'après un paysage inspiré des caractéristiques du Calvados, les différents risques auxquels notre territoire, le département, est exposé. Donc, si on zoome à l'échelle du département du Calvados, c'est un territoire qui est exposé à 4 grandes familles de risques majeurs. Les risques naturels, donc il en existe 5 types, vous en avez cité tout à l'heure, les inondations, les risques littoraux, dans lesquels on englobe à la fois la submersion marine et l'érosion, les mouvements de terrain, les séismes et le risque radon. Ensuite, une deuxième grande famille, c'est celle des risques technologiques. Donc, dans le Calvados, ils sont au nombre de 2, le risque industriel et le risque de transport de marchandises dangereuses. On cite aussi le risque minier et puis tous les autres risques majeurs sont classés dans la catégorie qu'on appelle les risques particuliers. Donc là-dedans, on compte les phénomènes climatiques qui intègrent toutes les évolutions nommées dans les derniers rapports du GIEC, les feux d'espaces naturels et cultivés, les engins de guerre et le risque de rupture de barrage. Donc voilà, on a essayé de vulgariser un peu ces notions-là sur des illustrations accessibles au plus grand nombre. Et en fait, l'ensemble de ces données sont issues, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît Muriel, sont issues du dossier départemental des risques majeurs. Donc le DDRM, c'est un document qui est établi par le préfet et qui répertorie l'ensemble des risques par commune. Donc, c'est des documents avec beaucoup de cartographie et qui définissent les risques. Là, j'ai repris, par exemple, l'ensemble des plans de prévention des risques qui concernent le Calvados. Et c'est un document que je vous invite à consulter. Chaque élu, chaque archive peut se rendre compte des risques auxquels son projet ou sa commune est exposé. On peut passer à la slide ensuite. Donc, vous me demandiez quel rôle peut jouer un architecte en zone à risque et pour réduire la vulnérabilité d'un territoire ou celle d'un bâti à plus petite échelle. Et c'est exactement la question en fait que je me suis posée avec mes camarades architectes lorsqu'on a réalisé la formation du diplôme de spécialisation et d'approfondissement à l'école d'archi de Belleville. Donc c'est une formation, pour faire court, qui a lieu sur 1 an et demi, durant lequel on consacre un projet, les enseignements à plusieurs types de risques. En gros, un semestre s'intéresse à un risque en particulier, le séisme, l'inondation, le cyclone, l'habitat précaire aussi, parmi les risques anthropiques. Et ce sont des projets que l'on réalise en France et à l'étranger, de concert avec les collectivités qui ont besoin d'un accompagnement pour réduire leur vulnérabilité, faire réaliser des diagnostics. Donc, c'est une formation passionnante qui s'intéresse à des problématiques urbaines et architecturales concrètes. Et donc, durant cette formation, avec mes camarades, nous avons donc créé l'Association des architectes des risques majeurs en mars 2016. Donc, c'est une loi, une association loi 1901, dont le but est triple, je dirais. Celui de promouvoir la prise en compte des risques majeurs dans le projet, à la fois l'échelle du territoire et celle des pratiques architecturales. Le deuxième but est de promouvoir les compétences spécifiques de l'architecte. Je déclinerai un petit peu plus précisément tout à l'heure, et son rôle dans la prévention des risques. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur la mise en réseau,
par le biais de tout un tas d'actions, de sensibilisation, de rencontres. Et voilà, je précise que c'est une association qui fonctionne uniquement par des bénévoles, grâce à des bénévoles. Donc, pour activer un peu ces objectifs, nous menons des actions de sensibilisation par le biais d'une newsletter mensuelle qui communique beaucoup d'événements sur la thématique, les annonces d'emploi, les ressources documentaires. Il y a toute une bibliographie que vous pouvez consulter sur le site internet de l'association. Nous organisons des conférences. On participe aussi aux événements majeurs sur la thématique. Donc, en bas à gauche, là, vous avez une photo des Assises nationales des risques naturels. C'est un événement qui a lieu tous les 2 à 3 ans et qui rassemble tous les spécialistes du risque. Et nous nous sommes fait la réflexion à différentes reprises que les architectes étaient très peu présents et donc très peu représentés sur cette thématique-là. Voilà, on organise des événements de rencontres, des expositions également, et puis une carte interactive sur notre site internet nous permet de diffuser des fiches portraits, des fiches projets des membres de l'association sur cette thématique. On peut avancer. Merci. En tant qu'association, donc on travaille beaucoup sur la communication et la mise en réseau. Vous avez une partie des partenaires et des institutions avec lesquelles l'association des ARM travaille actuellement. Donc actuellement, on est de concert avec le Centre européen de prévention du risque d'inondation, avec l'Association française de prévention des catastrophes naturelles, le groupe URD, l'Agence qualité construction, et puis dans un groupe de travail du Conseil d'orientation pour la prévention des risques, pour la refonte d'un référentiel. Il en existe beaucoup. Ils sont en train de refondre ce type de guide que les archives peuvent s'approprier. Et donc, on va pouvoir avancer sur la slide d'après. Ce qui nous intéresse en tant qu'archi, au sein de l'association, en tout cas, nous sommes convaincus que les architectes détiennent des compétences particulièrement intéressantes pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans leurs projets en zone à risque. Là, j'en ai répertorié quelques-unes. Il y a notamment le fait d'être en mesure de jongler entre les échelles. C'est hyper important pour pouvoir mettre en place des stratégies de solidarité amont-aval et derrière être en mesure d'assurer une bonne mise en œuvre de ces principes urbains à l'échelle architecturale. L'architecte représente aussi l'acteur qui est présent sur la globalité du projet, donc du diagnostic jusqu'au chantier. C'est un élément majeur pour une bonne réalisation des dispositifs de réduction de vulnérabilité. Il a cette compétence de projection aussi parce que beaucoup d'ingénieurs réalisent ce qu'on appelle des diagnostics de vulnérabilité concernant le risque, mais sur le bâti existant. Ce qui me semble hyper intéressant, c'est de mettre en avant cette compétence de projection et le fait que l'architecte soit en mesure de travailler plusieurs scénarios pour être capable de retenir le scénario le plus adapté au cas par cas et de constituer une aide à la décision pour les maîtres d'ouvrage. Il est aussi capable évidemment de spatialiser, de représenter en maquette, en plan, et ça c'est un outil extrêmement important pour communiquer avec les maîtres d'ouvrage sur cette thématique-là. Donc ces compétences, on peut les retrouver sur des missions qui existent d'ores et déjà, dans la mission de base, dans des missions complémentaires, mais aussi sur des missions qui nous semblent importantes de développer. Un accompagnement sur l'analyse des documents réglementaires liés au risque, que sont les PPR, les PAPI. J'en ai parlé, donc de réaliser des diagnostics de vulnérabilité que moi j'appelle projets. D'étudier, de faire des propositions sur différents scénarios de réduction de vulnérabilité pour expliquer, confronter les différents scénarios, éviter, résister, céder, dont on parle souvent. C'est des notions qui ont été développées par le CEPRI. Et puis, voilà, être un accompagnateur pour la prise de décision des maîtres d'ouvrage. Donc, en bas des diapos, j'ai repris 2 exemples de missions
que peuvent réaliser les architectes. En bas à gauche, il s'agit d'une mission réalisée à Lucin-Sauveur. Donc, c'est un projet dans les Hautes-Pyrénées, un territoire qui est exposé à la fois au séisme et aux crues torrentielles. Donc, une approche multi-risque est nécessaire. Et donc là, c'est l'exemple d'un travail de diagnostic à l'échelle urbaine d'abord pour déterminer les zones potentielles d'inondation. Donc, tout un travail de relevé des zones de dépression, des types de revêtements de sol, ceux qui sont le plus perméables, les pentes, les goulots d'étranglement, l'état des réseaux, etc. On a également réalisé un diagnostic structurel du bâti vis-à-vis du risque sismique. Et ces éléments nous ont permis de réaliser un plan stratégique de gestion de crise, donc d'être aux côtés des élus pour déterminer les voies principales qui doivent être, qui risquent d'être obstruées suite à un séisme et qui doivent être confortées en priorité. Donc, on les a accompagnés sur la réflexion de la hiérarchisation des interventions à prévoir. Certaines délocalisations devaient être envisagées, notamment de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, donc casernes de pompiers, mairies, hôpitaux, ce genre de bâtiments devaient être dans la tête de liste. Et puis, un travail aussi de concertation a été réalisé avec les associations locales sur les marchés hebdomadaires, avec une exposition en mairie. Enfin, voilà. Donc, un accompagnement depuis le diagnostic avec toute une prise d'information, diagnostic in situ, et puis ensuite, on parle beaucoup de culture du risque, donc de travailler avec tous les acteurs du territoire une culture du risque. Et en bas à droite, c'est un exemple tout à fait différent. Donc là, on voit une collègue qui est en train de réaliser un diagnostic dans une école au Népal, à Mainapokari. Donc le Népal qui a connu un terrible séisme en 2015. Et donc là, elle réalise un relevé à l'issue duquel plusieurs propositions de comportements non invasifs ont été Céline, votre micro est coupé, je crois. Ah oui, je ne sais pas par quelle magie. Désolée. Donc oui, à l'issue de ce diagnostic, on a pu proposer différents moyens de conforter ce bâtiment par des contreforts extérieurs, des murs de refend, des chaînages en angle. Le scénario aussi de déposer l'étage de l'école pour en reconstruire un avec une structure plus légère. Donc là, c'était finalement un accompagnement technique pour une ONG à l'étranger. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Merci. Cette diapo, qui est ma dernière, je crois, illustre certains des dessins qu'on a réalisés pour le guide du CIE, à destination des élus, et qui illustrent de manière très simple, en un regard, les bonnes pratiques pour réduire la vulnérabilité par la conception. Donc, le travail sur la volumétrie, les gabarits, la répartition des pleins et des vides, l'alignement structurel, l'alignement des ouvertures, l'implantation sur la parcelle, la prise en compte de la composition du sol. Enfin, voilà, ce sont tous des leviers tout simples que les architectes peuvent activer. Parce que finalement, une bonne conception, c'est celle qui ne nécessite pas de dispositif technique particulier pour être résiliente. Donc, si j'essaie de répondre à votre question initiale de qu'est-ce qu'un architecte des risques majeurs, je pense que c'est un architecte qui est spécialisé aux effets des risques sur le territoire et sur le bâti et aux différentes manières d'y remédier, les différents dispositifs de réduction de vulnérabilité. Et cette bonne connaissance lui permet de retenir finalement les mesures les moins invasives, les mieux adaptées à chaque contexte, et surtout qui permettent d'assurer la qualité architecturale et paysagère dans les contextes à risque. Pour maintenir une identité architecturale
face aux contraintes liées au risque. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Céline. Je vais faire un petit intermède. Nous avons le plaisir d'avoir Félix Parera qui s'est connecté. J'ai oublié de dire que ce webinaire fait partie de la programmation de chantier commun. Et donc Félix Parera, qui est président de Territoire Pionnier, la maison d'architecture de Caen, je crois que vous allez nous faire un petit mot. Bonjour, j'espère que vous m'entendez correctement. Oui. Bonjour, merci Muriel et merci Céline pour ta présentation très intéressante. Donc voilà, le plaisir aussi de partager ce webinaire dans le cadre de la programmation de Chantier commun, l'édition 2023, donc 5e édition de Chantier commun, festival Mois de l'architecture organisé par Territoire Pionnier, maison d'architecture de Normandie. Et cette question des risques, alors peut-être simplement pour rappeler que cette semaine est sortie la synthèse du rapport du GIEC sur lequel est revenue aussi largement la question des risques, avec alors un chiffre de mémoire, mais je crois que c'est 3 à 3,5 milliards de personnes sur Terre qui encourent un risque de surmortalité supérieur à 15 par rapport à des zones non vulnérables liées au risque du dérèglement climatique. Donc c'est aussi des questions qui nous invitent à penser plus globalement et plus structurellement ces questions de préservation et de réponse face aux risques. Là encore, chantier commun, c'est aussi l'occasion de se poser ces questions peut-être plus larges et qui dépassent simplement le cadre de l'exercice de l'architecte. Donc je vous invite à regarder peut-être le programme de chantier commun en ligne. Il reste quelques événements sur les 80 événements de cette édition 2023 qui ont lieu donc dans toute la Normandie jusqu'au 1er avril. Je vous remercie donc encore chaleureusement pour l'invitation et merci à l'Ordre des architectes de Normandie pour les nombreuses collaborations chaque année que l'on peut avoir ensemble. Merci Muriel. Merci. Alors, petit truc aussi pratico-pratique, j'aimerais bien que vous puissiez fermer vos micros parce que c'est très gênant pour les intervenants d'entendre des bruits extérieurs. Lors du débat ou des questions, vous aurez le loisir de rouvrir votre micro pour prendre la parole. Merci. Là, nous allons passer à Camille Besvel, qui est architecte des PLG, associée gérante de l'agence Déclic et Décalque à Pantin. Vous êtes l'agence qui a été mandataire de la restructuration et réhabilitation du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Calvados, logé depuis 1998 rue Jean-Eudes à Caen. Dans un immeuble du 19e siècle, le CAUE 14 a souhaité améliorer l'accueil et l'accès au public de ces locaux, notamment aux personnes à mobilité réduite. Et l'équipe de maîtrise d'œuvre a dû faire face à plusieurs contraintes d'ordre structurel d'une part, mais aussi à l'exposition du site à des risques d'inondation. Il y a eu une prise en compte de 3 types de risques d'inondation. Inondation par débordement de l'Orne avec le PPRI de la basse vallée de l'Orne qui le réglemente. L'inondation par remontée de nappes phréatiques affleurantes et inondation par ruissellement urbain. Je vais donc laisser la parole à Camille et je vais partager son document. Alors. Bonsoir, merci pour cette introduction sur le CEE qui résume effectivement le degré de notre intervention au niveau des risques. Donc effectivement, on a été mandaté Camille, ton micro est coupé. Tout à fait. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Très bien, très bien. Ok, merci. Donc, merci pour cette introduction qui résume effectivement dans quel cadre on a été appelé par le CAUE et qui donne un peu les conditions de risque dans lesquelles on est intervenu.
Effectivement, on a été mandaté par le CEIE pour faire un projet de restructuration dans un bâtiment du 19e siècle dans lequel les bureaux du CEIE étaient déjà en place et qui avait déjà subi une première restructuration en 98. Donc la commande qui nous a été faite, c'était de retrouver une visibilité sur l'espace public du CEIE et également de pouvoir rendre le lieu accessible au PMR. Donc la difficulté étant qu'effectivement on était dans une zone à risque, donc dans une zone à risque vis-à-vis du PPRI, c'est-à-dire que le niveau de la rue est en dessous de la cote d'inondabilité. Le deuxième risque, c'était effectivement la présence d'une nappe phréatique en sous-sol. Parce que voilà, le programme qui nous a été donné, c'était de pouvoir avoir un accueil du public à rez-de-chaussée, mais aussi de retrouver un peu plus de surface dans un contexte urbain dense, dans un bâtiment aux murs contenus, avec une surélévation pas possible, une extension pas possible. Donc l'idée étant de se réapproprier le sous-sol et de pouvoir le rendre appropriable pour faire une grande salle de réunion. Donc, ce qu'on peut voir sur les images qui vous sont présentées, c'est les locaux tels qu'ils étaient quand on les a visités avant les travaux. Donc, on était sur un bâtiment assez fermé sur la place, puisqu'on avait un rez-de-chaussée surélevé avec une porte pleine. Voilà, donc on rentrait dans un local et ensuite on avait accès au bureau, pas d'accueil très spécifique pour le public, et un sous-sol qui était une cave non aménageable, puisque très humide et régulièrement inondé, enfin en tout cas des grosses remontées d'humidité. Le programme, quand on nous l'a donné, il préconisait en fait de faire des assez gros travaux, mais avec un budget qui était correct, mais qui n'était pas suffisant pour, par exemple, faire un cuvelage. Pour rendre ce sous-sol, par exemple, qui serait complètement étanche. Donc nous, ce qu'on s'est dit au moment de faire le projet, donc il y avait le projet architectural et le projet spatial qui était l'idée de retrouver une visibilité, donc réouvrir le rez-de-chaussée et de pouvoir aménager le sous-sol. Ça, ce serait peut-être la diapo d'après. Si on peut voir la suite. Voilà, donc nous, notre gros travail n'était pas tellement dans les étages, si on peut voir sur la coupe à droite, c'était le réaménagement du sous-sol et du rez-de-chaussée. Donc, il a fallu retrouver le niveau d'accès de la rue pour pouvoir accéder au PMR. Ensuite, on a intégré un élévateur à personnes à mobilité réduite et d'ouvrir sous forme de mezzanine le niveau d'accueil qui se trouvait au-dessus du niveau d'accès. Et ensuite, au niveau de l'entrée, c'était de pouvoir avoir une visibilité sur cette grande salle de réunion qui était aussi destinée à accueillir du public. Donc, le problème était aménager ce sous-sol, sachant qu'il était inondable. Donc, nous, ce qu'on a préconisé, effectivement, c'était de ne pas augmenter le risque d'inondation, mais de le conserver finalement, de se dire que le sous-sol, il continuerait à être inondable. Parce que effectivement, le fait de faire un cuvelage, ça modifiait les conditions de structure du bâtiment et potentiellement les bâtiments d'à côté. C'est-à-dire qu'il y a des pressions qui se retrouveraient dans les fondations qui n'étaient pas acceptables. Donc, ce qu'on a préconisé, c'est de garder le niveau actuel du plancher bas du sous-sol, de ne pas augmenter le risque d'inondation et finalement de venir répartir les charges, non pas via un nouveau cuvelage, mais de faire un radier général qui serait au-dessus de la nappe phréatique. Donc, notre position vis-à-vis du PPRI, effectivement, c'était de considérer que les espaces qui étaient mis à l'abri, c'était celui dans lesquels il y avait une occupation continue, à savoir l'accueil public au rez-de-chaussée surélevé et les bureaux, tandis que la salle de réunion et le niveau d'accueil étaient soumis à l'aléa de l'inondation. Donc, pour réaliser, alors là, je vais rentrer plutôt dans des points plus techniques. Donc, pour réaliser ce principe d'inondabilité du rez-de-chaussée, du sous-sol, on est parti sur un principe donc de ce que je disais, d'un radier réparti. Donc, ça, on peut peut-être voir
la diapo d'après. Voilà, donc c'est le projet structurel, c'était une intégration du risque d'inondation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un tapis drainant contre les remontées capillaires de la nappe qui se trouvait à une dizaine de centimètres sous le niveau accessible du sous-sol. Ensuite, on a réalisé donc un radier en béton armé avec des évents de décompression. Donc, l'idée, c'est effectivement qu'il n'y ait pas de poussée par cette remontée de nappe. Donc, sur tout le pourtour, on a mis en place les petits schémas qu'on voit à droite des évents de décompression. C'est-à-dire que si l'eau remonte, ça passe dans ces évents de décompression qui sont raccordés à une fosse un peu plus loin sur une pompe de relevage qui relève l'eau et qui remet tout ça sur le réseau de l'espace public. Donc ça nous a permis voilà, de ne pas augmenter le risque par rapport à la situation actuelle. Ce qui avait été un peu imaginé, c'était sur la programmation, c'était un rabattement de nappe, ce qui nous voilà, au moins pendant la durée des travaux, par un pompage permanent à très grand débit, ce qui nous paraissait très risqué parce que ça présente un risque sur la stabilité des structures, autant du point de vue du bâtiment existant, mais aussi pour les bâtiments mitoyens, parce que ça fait des affouillements de fondation, des poussées hydrostatiques sur les maçonneries existantes, etc. etc. Donc voilà, le projet qu'on a proposé ne modifiait pas le niveau fini actuel du sous-sol, enfin le niveau ancien du sous-sol, et on a terrassé seulement sur 30 à 40 cm, suivant les préconisations du rapport du sol, et on a réalisé ce tapis drainant. On peut voir la diapo d'après, on voit en fait des images du chantier. Donc, petite précision, le tapis drainant, il n'a pas pour objectif de drainer la nappe, puisque c'est techniquement pas vraiment possible. Il a surtout usage de protéger le plancher bas du sous-sol contre les remontées capillaires, en créant une barrière étanche. Et donc, en cas de remontée de nappe, ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a des évents qui remontent l'eau, etc. Et ça permet en fait d'avoir un premier niveau d'alerte, puisque dans la fosse de relevage, en fait, on a mis 2 pompes. On a mis une pompe qui permet de relever les eaux quand c'est des petites remontées de nappe où il n'y a pas besoin d'évacuer les locaux. Et on a mis une deuxième pompe quand la pompe de relevage n'arrive plus à évacuer les eaux, qui permet d'alerter. Donc, c'est relié à un système de voyants. Et dans ce cas-là, risque d'inondation. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir évacuer le sous-sol du mobilier éventuellement qui serait sensible à une inondation. Donc, ça, c'est du point de vue structurel. Après, du point de vue de l'aménagement de l'espace lui-même, je pense que c'est la diapo d'après. Voilà, donc on voit en fait qu'on a en fait sur la totalité du pourtour du sous-sol, on a mis ces évents et on a mis une contre-cloison en carreau de briques, donc qui est pas sensible à l'humidité. Et donc, cette contre-cloison ventilée, elle permet non seulement d'absorber finalement l'humidité résiduelle qu'il pourrait y avoir dans les murs, et effectivement, s'il y a inondation, on attend que ça sèche et on met un coup de peinture. On n'est pas obligé de refaire l'ensemble du niveau, sachant que le sol était en béton poli et l'ensemble des prestations, il y a juste la peinture éventuellement à refaire si le sous-sol prend l'eau. Donc voilà, et les diapos d'après, je crois que c'est le projet terminé. Donc là, on voit au niveau de l'accueil, donc ça, c'est le travail en couple qu'on a fait. On a conservé le niveau du sous-sol à peu près au même niveau que l'existant, et on a juste remonté le rez-de-chaussée pour avoir finalement ce grand volume et cette double hauteur qui est visible depuis l'entrée, qui permet un meilleur accueil et une meilleure visibilité du CIE sur l'espace public. Et je crois qu'il y a quelques autres photos après du sous-sol. Donc là, on voit effectivement, on a essentiellement des matériaux qui ne sont pas sensibles à l'humidité en cas d'inondation. Voilà, et puis la photo restante, c'est une vue dans l'autre sens. En fait, à ce jour, alors peut-être que du coup Céline va m'en dire un peu plus parce que moi j'y suis pas au quotidien, mais je crois qu'il n'y a pas eu d'inondation notable.
ou en tout cas, il n'y a pas eu besoin, je crois, d'évacuer jusqu'à présent le sous-sol de ce bâtiment. Voilà, donc peut-être pour conclure, effectivement, nous, si on peut reprendre le triptyque éviter, résister, céder, on était un peu dans le éviter, puisqu'on a remonté les espaces accessibles au public et là où les gens travaillent au quotidien, au-dessus de la cote d'inondabilité, et on était dans le céder pour les... effectivement, et d'accepter ces venues d'eau, notamment de la nappe phréatique ou de l'inondabilité au niveau du sous-sol. Et d'adapter le projet pour qu'il accepte cette inondabilité. Camille, tu peux nous dire la surface créée et le coût d'opération? Non. Je ne l'ai pas en tête, mais je peux la retrouver. Non, en plus, il commence à dater un peu ce projet. Je ne sais pas, je dirais qu'on a dû créer le sous-sol, je dirais une 60aine de mètres carrés. Après, c'était les surfaces existantes. Et le coût de l'opération, on était à je dirais moins de 800 000 €, mais je ne suis pas complètement sûre. D'accord. On pourra peut-être trouver ça, notamment avec le CAE pour le... Oui. Autant il y avait échangé, Camille, je crois tu m'avais dit que c'était 500 000 € à peu près TTC, et Oui. on a 250 mètres carrés en tout dans le bâtiment. D'accord. Ouais. Oui, bah, si j'ai dit ça, c'est que ça devait être Je triche, j'ai la fiche devant les yeux. Mais... D'accord. Merci pour ton intervention. Peut-être qu'il y aura des questions que vous pourrez poser à la fin du webinaire. On va un peu enchaîner les expériences, les expérimentations, les pratiques qui ont été faites sur le sujet. Merci Camille. De rien. Je vais passer à Yannick Gourville, qui est architecte des PLG, urbaniste, titulaire d'un postmaster international de recherche en architecture avec un travail sur les résiliences urbaines. Il est actuellement doctorant en architecture, urbanisme et environnement, avec comme sujet hérité de la ville anthropocène habitée l'incertitude des risques naturels. Son parcours se déploie sur 3 pratiques professionnelles: la maîtrise d'œuvre dans son agence parisienne, BMC2 Architectes, dont est présente Zoé Fazou, aussi architecte, qui a travaillé sur le projet qu'ils vont présenter. Ils ont travaillé ensemble. L'autre pratique est une activité d'enseignant à l'ENSA Paris-La Villette et un travail de recherche expérimentale en prospective urbaine sous le nom de « Et alors ». Il s'intéresse aux stratégies de métamorphose des urbanités déstabilisées par l'intensification des manifestations dites naturelles comme les inondations, les canicules, les sécheresses, les pollutions. L'approche du projet que vous allez voir a été mise à l'épreuve par le concours d'idées Amiter, mieux aménager les territoires en mutation, exposés à des risques naturels. Le site, c'est celui de la Côte-Fleurie, elle est en Normandie. Elle est lauréate, cette démarche, avec le projet Habiter le lit majeur de la Touques, stratégie des déplis et replis face aux risques multiples d'inondation. Il est lauréat du Grand Prix national Amiter par le ministère de la Transition écologique. À tous les deux, je vous remercie et je vous passe la parole. Je crois que c'est vous qui vous occupez de vos documents qui sont déjà sur... Vous les voyez? Oui. Ouais. Bon, merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. On a décidé de traverser un peu le processus de ce concours à idées qu'on a traversé maintenant il y a 2 ans. Je commence juste par quelques chiffres. Donc c'est le concours Amiter, comme tu l'as dit, Muriel, qui a été lancé en 2021 par le ministère de la Transition écologique, qui a été piloté par le PUCA et le CEREMA. Et c'est un appel à manifestation d'intérêt pour lequel 43 collectivités ont répondu et 9 sites ont été retenus. Les 9 sites ont été mis à un concours d'idées par des professionnels qui avaient déjà des notions sur les risques d'inondation. Et donc, il y a 64 projets qui ont été présentés. Et nous, on a répondu sur la Côte-Fleurie, sur la communauté de communes Cœur Côte-Fleurie, où on a eu la chance d'être lauréat.
Je voulais commencer aussi par l'équipe, qui est une équipe assez particulière, puisqu'on est 7 structures. Cette structure allant d'architectes à ingénieurs hydrauliciens, paysagistes, mais aussi des chercheurs en architecture et plusieurs agences en participation citoyenne. On a eu la chance de travailler avec Chris Younes, la philosophe des milieux habités, qui nous a permis, l'idée était déjà d'avoir un consensus dans une équipe pluridisciplinaire sur cette approche à projection lointaine d'un devenir d'un trait de côte qui va être amené à se modifier. Alors, si on zoome, donc on est en Normandie, on est chez vous, on est entre Deauville, Trouville, Touques, donc dans cet estuaire du fleuve ce fleuve côtier qui s'appelle la Touques. Et le site est vraiment à cet endroit, à la rencontre du ruisseau de l'Épinay et de la Touques, donc juste ce petit cercle, et voire même une toute petite portion de ce petit cercle sur lequel on va revenir. Quand on zoome, la question était posée sur 2 sites. Le site NJ, donc d'un côté, et une parcelle qui est un remblai artificiel appartenant à la commune de Trouville-sur-Mer. Donc on a là donc le site de projet qui a une rencontre particulière avec 3 risques d'inondation qui sont à la fois l'écoulement fluvial, donc une crue fluviale qui peut arriver par la Touques, un ruissellement très important du Coteau qui arrive par un ruisseau qui s'appelle le ruisseau de l'Épinay, donc cette flèche qu'on voit descendre du relief, et la question de la submersion marine qui est donc la remontée des manifestations de la mer à contre-courant de la Touques. Et tout ça, bien sûr, avec des curseurs qui sont augmentés par un réchauffement climatique. Et le vrai problème de ce lieu, c'est que les 3 problèmes peuvent se cumuler et monter très haut. Alors là, c'est quelques photos juste pour voir le site. Donc, c'est un site plutôt tertiaire et quelques pavillons. Et là, on voit l'arrivée du ruisseau de l'Épinay qui traverse 2 petites buses, mais qui peut faire quand même des grosses inondations quand le trop-plein est rempli. Et donc, c'est un fleuve qui varie selon les marées. Et on voit là, par exemple, les bords où la vase réapparaît. Donc, on est aussi dans un écosystème assez particulier qu'on trouve dans plusieurs endroits dans la région, que ce soit dans la BDV ou à d'autres endroits. Donc la question était posée sur ces parcelles et évidemment, on a décidé de dézoomer puisque les problèmes hydrologiques ne sont pas à l'échelle de l'édifice, mais bien à l'échelle du territoire. Et on a essayé de retrouver un vocabulaire d'imbrication d'éléments géographiques. Et ici, donc, on est allé du bassin versant. Donc le site est un tout petit point de rencontre de 2 fils blancs ici, mais toute l'eau qui passe sur la Touques peut venir de tout ce bassin versant, donc d'un territoire très grand. Et après, on a articulé ce qu'on a appelé l'enchevêtrement des échelles de l'estuaire à l'affluence, donc le ruisseau de l'Épinay, et la confluence, le lieu du site. Et le site est vraiment juste ce point-là. Donc, tout le travail a été d'articuler cet enchevêtrement d'échelle et l'enchevêtrement aussi temporel, qui est à la fois nos actions actuelles, mais sur un temps long de réchauffement climatique, l'héritage que peuvent avoir plusieurs générations et comment on peut transmettre ces choses. Si on revient sur le site, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a une sorte de motifs répétitifs qui sont ces ruisseaux perpendiculaires qui descendent du coteau, qui est tout là-haut, et qui rencontrent donc la Touques. La Touques qui a été très transformée. Et si on revient dans le temps, je voulais vous remontrer ça. Donc si on repasse sur les cartes de Cassini, on voit le développement humain. On a presque une technologie à chaque fois ou une infrastructure qui a transformé le territoire. On était plutôt sur un territoire de bocage avec des villages agricoles, plutôt sur des parties hautes, donc le centre de Trouville qui est plutôt le centre actuel, mais Deauville était sur le coteau et les différentes villages pouvaient descendre au bord de la Touques. Et ici, on avait par exemple le port de la Touques vraiment dans le rétro-littoral. Après, la première infrastructure qui est arrivée, c'est le chemin de fer qui a développé la cité balnéaire et qui a commencé à transformer la Touques.
et qui ensuite, on a eu l'arrivée de la voiture, l'étalement urbain, donc tout ce grignotage ou ce mitage qui a commencé à monter sur les coteaux par des lotissements ou par de la maison individuelle qui est venu grignoter. Ça, c'est le travail de notre paysagiste Florence Silvos, qui a fait le relevé du bocage en 1947 et le même cadrage pour montrer ce mitage du coteau. Parce que tout notre travail, alors je dézoome beaucoup, mais parce que cette échelle-là est importante, puisque l'urbanisation et la perméabilisation de tout ce territoire fait accélérer l'écoulement de l'eau en partie basse. Et donc, on a essayé de développer une solidarité territoriale, dans le sens où ceux qui sont en haut, même s'ils ne sont pas les pieds dans l'eau, sont responsables des risques. Donc, on est parti du postulat qu'en 2021, la question de la nouvelle infrastructure qui pouvait régénérer le territoire était la question des risques et des inondations, et de retrouver une nouvelle connivence, une nouvelle synergie avec l'élément eau qui aujourd'hui est plutôt à l'arrière de la ville. Les façades sont plutôt côté rue, et à l'arrière, on a cette voie d'eau qui est secondaire. Si on revient sur le site, aujourd'hui, là, on a les plans du PPRI, du plan de prévention des risques d'inondation. Et donc, c'est l'élément réglementaire qui gère le fait d'être construit, ou constructible ou pas constructible, ou d'adapter certaines constructions, donc d'un aléa, enfin d'un risque fort, en passant par un risque moyen, un risque faible. Cet aléa, il est basé sur cette réglementation, elle est basée sur les plus hautes eaux connues, donc sur une crue qui a déjà existé, qui est un repère. Cela ne veut pas dire que quand on est hors de ce site, de cette tache rouge, on n'est pas soumis à des risques d'inondation. Et en plus, cela prend que en compte la submersion par crue de la Touques, et non pas la submersion marine, voire même la concomitance de plusieurs risques comme une grande marée. Donc, sur les cartes, on s'est intéressé donc à trouver l'échelle, le cadrage de réflexion, et on est allé sur l'idée du lit majeur. Et en reprenant par exemple cette représentation, on s'est rendu compte qu'en superposant les différents lits selon les cartes historiques qu'on a vues précédemment, l'étendue du marais allait jusqu'à un certain niveau, et petit à petit, avec les infrastructures, on a réduit progressivement l'emprise de la Touques. Donc on l'a contrainte, on l'a voulu la domestiquer au maximum, ce qui fait que maintenant, quand les systèmes sont plus adaptés à des grandes précipitations ou des grandes marées, la Touques redevient sauvage et ressort de sa canalisation. Donc l'idée était de se réapproprier ce lit majeur. Et ce qui était intéressant, alors là l'image est un peu pixelisée, désolé, mais les simulations d'Artelia, en hydrologie et hydrographie, montraient qu'avec on a fait monter l'eau dans la vallée, et on s'est rendu compte, comme le relief monte rapidement, que la zone inondable était vite inondée. Dès 1 mètre, on inonde d'une grande surface. Par contre, si on augmente en amplitude, l'air ne s'étend pas, puisque c'est le relief qui la contient. Donc l'idée de ce lit majeur comme nouveau périmètre de réflexion est devenue primordiale. Après, comme il fallait amener un nouvel imaginaire, à la fois pendant le concours et aussi pour discuter avec les élus, on a une sorte de médiateur qui est le tourne-pierre à collier, qui est cet oiseau, qui se nourrit à marée basse en picorant les mollusques qui sont découverts par l'eau, mais qui sait se reculer. C'est un oiseau semi-adapté, avec des pattes un peu longues, un bec allongé, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est pas un oiseau aquatique, mais qui crée une sorte de chorégraphie entre les vagues d'aller et de retour. Et donc, c'est bien la stratégie qu'on a essayé de mettre en place, qui s'appelle dépli et repli. C'est une stratégie qui cherche, donc ce schéma se lit à la fois en plan ou en coupe. Et la question est de créer un étagement des vulnérabilités
Donc on a, bon, je ne vais pas le détailler ici, mais l'idée de pouvoir à la fois sur une génération soit se reculer, soit sur une marée pouvoir se reculer ou s'avancer. L'idée de repli est de se mettre en sécurité, et le dépli, c'est aussi de profiter parce qu'on a essayé de renouer un nouveau rapport à l'eau en se disant qu'il ne fallait pas fuir l'eau en lui tournant le dos, mais bien retrouver un usage de l'eau pour l'intégrer dans une culture quotidienne et savoir la sentir et savoir s'en protéger quand il est nécessaire. Donc, ce qu'on a remis, c'est un plan comme ça, de dépli et de repli sur tous les estuaires et pas que sur la parcelle. Je vais juste passer toutes ces étapes. Et avec un travail d'étagement sur plusieurs générations du projet qui remonte progressivement. Et donc, ce travail de dépli et de repli, on a essayé de le mettre par rapport à la topographie et de l'étager et de bien comprendre les effets de marée, des surcotes. Donc, c'est un peu compliqué là, on ne va pas le détailler ici, mais bien de savoir à quelle hauteur monter. Donc, c'est à la fois remonter vers le coteau ou remonter à l'intérieur d'un même bâtiment ou d'un espace public. Et la question, on n'a pas visé une hauteur d'eau, on a bien visé un glissement possible des hauteurs d'eau, et on n'a pas visé un horizon qu'il faudrait construire dès aujourd'hui, mais bien un processus qui pourra se corriger progressivement en décalant ces niveaux, là par exemple sur une augmentation de 2 mètres, par rapport au niveau de la mer. Ça, je le passe rapidement. Et tout ça, après, donc tout ce travail beaucoup plus large, on a après proposé une sorte de boîte à outils. Une boîte à outils, alors on va survoler quelques projets. Et donc là, c'est des boîtes à outils sur plusieurs stratégies. Alors, je ne vais pas dépasser en temps, parce que je vois que l'idée, donc, sur la parcelle, tout en ayant une réflexion beaucoup plus globale, c'était d'avoir une parcelle démonstratrice et de reprendre un peu ce que disaient les élus et de se retourner vers l'eau. Et donc les premiers éléments, donc c'est notre premier temps, donc le temps de notre génération, c'est de se retourner vers la Touques, et avec des opérations tactiques comme la réhabilitation d'un bâtiment en briques ici, en base nautique, pour renouer d'abord par le loisir. Ça peut être presque incohérent dans le sens où il faut se protéger. Nous, on dit d'abord il faut se déployer pour prendre connaissance de l'élément. Et après, voir comment on peut se déplacer sur plusieurs générations. Ça reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être sur le CAUE, que c'est un bâtiment qui pourrait être adapté pour tenir un temps et après voir comment on peut le laisser passer. L'autre chose qui était plus politique, pour reprendre le travail du Parlement de la Loire, on a décidé de faire la maison communautaire de la Touques, qui, elle, est dans une autre zone à risque et qui est le lieu, et on voudrait qu'il y ait déjà peut-être une tente qui prenne place à cet endroit-là, de réflexion communautaire comme un nouvel endroit de réflexion sur la Touques. Ensuite, on a décliné plusieurs typologies, comme là, la maison des saisonniers pour accueillir les birésidentiels, donc toutes ces personnes qui viennent travailler avec le tourisme, et en faisant une typologie qu'on a appelée les bâtiments retroussés, des bâtiments qui peuvent remonter d'un niveau à échéance de plusieurs décennies. Donc ça, c'est les tactiques. Après, il y avait des choses beaucoup plus structurantes, comme redéfinir l'entrée de ville comme un quai et non plus une route, même si elle se trouve à 200 mètres du bord de la Touques, même si elle ne connaîtra jamais l'eau, mais déjà de restructurer l'espace public pour qu'il accueille peut-être plus tard une inondation, et renaturer, donc vous vous rappelez les deux buses du ruisseau de l'Épinay, pour qu'on ouvre la confluence et laisser l'eau monter et descendre. Voilà. Après, il y avait tout un travail sur l'adaptation de l'existant. Je vais le passer vite fait parce que je vois que je dépasse mon temps. Et on a après des nouvelles typologies, des constructions comme ici, les logements sur le quai, donc qui sont des logements qui pourront être dans un parc dans un premier temps, et pourquoi pas anticiper plus tard qu'ils soient au niveau du nouveau littoral de la Touques. Après, il y avait toute une réflexion aussi sur comment transformer les parcelles privées et comment les inciter sur plusieurs générations. Et donc, on a proposé ce plan qui n'est pas du tout sur la parcelle, un nouveau plan guide qui
qui pourrait transformer avec l'idée d'agir aussi sur l'infiltration des lotissements sur le coteau et en quoi toute cette notion du risque pouvait retourner en fait le littoral, ce littoral qui entre dans les terres et remet certaines villes de rétro-littoral en première position. Voilà. Merci Yannick. On peut peut-être préciser, je ne sais pas si tu le sais, que Céline Coder fait une visite le 1er avril entre 14h et 17h sur le samedi, donc 1er avril. Elle fait un parcours. Céline, tu peux peut-être nous en dire un peu plus? C'est dans le cadre de la programmation de chantier commun? Oui, exactement. Je crois que c'est le dernier jour de chantier commun, donc ça vient fermer le mois de l'architecture. Et donc, on va donner à voir au grand public les différents projets qui ont été réalisés. Alors, celui d'Aminter, le tien, Yannick, on va forcément l'évoquer sur le site. Et en fait, on va partir de la maison de la mairie de Touques et faire une boucle tout autour de la Touques, le fleuve. Expliquer comme c'est difficile d'accéder à la Touques aujourd'hui et présenter les différents projets qui ont été travaillés dans le cadre de l'appel à idées que le CIE a lancé à peu près sur le même timing en 2020. Les différents candidats, architectes, urbanistes, paysagistes. Ouais, c'était. C'est une balade à destination du grand public qui dure bien 3 heures, donc il faut prévoir de bonnes chaussures et j'espère que ça fera débat sur le territoire. Effectivement, c'était l'appel à idées 2040, la Côte Fleurie se jette à l'eau. Oui, c'est ça, avec une réflexion sur l'inondation, sur l'économie circulaire de Deauville à Pont-l'Évêque, donc à grande échelle. Donc d'ailleurs, vous avez sorti, c'est 14, un ouvrage sur le sujet, qui est à disposition chez vous. Si ça intéresse, il y a beaucoup de projets qui méritent d'être connus. Des très belles réflexions et des belles réponses. Oui, il y a un ouvrage donc, disponible en version papier au CIE et puis sur le site internet du CIE. Et donc, il y a une exposition qui a eu lieu en mairie de Trouville lors de la remise des prix aux lauréats. Et elle va être aussi visible, cette exposition, à Pont-l'Évêque au courant du mois de mai, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Très bien. Merci Céline, merci Yannick, merci Zoé aussi parce qu'elle n'a pas pris la parole mais elle a contribué au montage de ce webinaire et de la présentation de ce sujet. Je vais passer à Philippe Madec. Philippe Madec, architecte des PLG, urbaniste, enseignant en architecture et écrivain. Membre titulaire de l'Académie d'architecture, chercheur chevalier de la Légion d'honneur au titre de l'écologie en 2008, président du bureau du corps des architectes du Conseil de l'État, membre titulaire du chapitre Europe du Club de Rome, expert auprès de l'ONU pour la préparation du sommet Habitat 3 à Quito et en 2018 co-auteur du manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l'aménagement des territoires urbains et ruraux. Aujourd'hui, Philippe, tu prends la parole sur le hameau des Noé à Val-de-Reuil. La ville de Val-de-Reuil souhaitait reconquérir ses bords de rivière afin de relier le centre-ville et la gare. Et aussi les quartiers existants au grand paysage naturel de la vallée. Le projet a dû respecter les contraintes liées à l'inondabilité par démembrement, leurre et remontée de nappes phréatiques affleurantes. Le travail du paysage et le modelage du terrain ont libéré le bâti du risque inondation. Je te laisse la parole, Philippe, et je vais partager ton document. Je te remercie. Bonsoir à tout le monde. Et merci à mes confrères pour la présentation de leurs travaux. C'est toujours utile de pouvoir comparer et de découvrir, parce qu'il y a certains travaux que je ne connaissais pas et c'est très joyeux de les découvrir. Oui, la question des risques, on la rencontre de plus en plus, surtout quand on fait de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Et en fait, c'est un outil incroyablement puissant pour faire de l'aménagement du territoire.
À l'heure actuelle, notre atelier APM et associé s'occupe d'une commune dans la Martinique qui s'appelle le Prêcheur, où face à l'élévation au niveau de la mer, les tsunamis, les houles cycloniques, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les liquéfactions des sols et les lares, on accompagne une commune qui fait un incroyable travail de refus du déni collectif, qui fait un incroyable travail pour accepter de refonder finalement leur visage, le visage de leur commune en tout cas. Alors ce dont je vais parler, c'est plus doux en fait. Hein, on essaie de régler justement dans la douceur des outils et des situations des enjeux liés à l'élévation au débordement de l'heure. Alors, est-ce que l'on peut avancer d'une diapo? Merci. L'éco-village des Noé est un écoquartier que l'on a commencé en 2009, qu'on a terminé en 2019, et qui est un écoquartier de logements sociaux en accession et en réhabilitation. Ils sont tous passifs. L'écoquartier représente à peu près 4 hectares 6. Et sur les 4 hectares 6, il n'y a que 1 hectare et demi qui est construit, tout le reste est maintenu en espace ouvert. Il y a les équipements publics, un crèche et cuisine, une chaufferie urbaine au bois pour l'ensemble, et tout un dispositif qui est mis en place pour de l'horticulture. Alors, on peut avancer encore, merci. L'outil qui a été le plus important pour concevoir ce projet, c'est très clairement l'accueil de l'heure. J'aime beaucoup une phrase là, qui apparaît en haut de cette vue aérienne du éco-village. C'est une phrase de Bertolt Brecht qui dit « On parle toujours de la violence des fleuves, mais jamais de celle des berges qui les enserrent ». Je trouve que ce que l'on a vu avec la Touques explique incroyablement bien cette idée que nous avons été d'une violence infinie vis-à-vis de ces expressions magnifiques de la nature que sont les rivières. Et il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, alors que nous savons bien les conséquences de ces mésusages, de ces mésactions, enfin de ces relations désastreuses avec la nature, nous continuions à le faire. Et donc on a en fait dessiné ce projet à partir des débordements de l'heure, persuadé qu'il ne faut jamais dire à l'eau tu ne viendras pas, surtout pas en ce moment, où quand elle vient, elle est d'une puissance décuplée. Et donc on a organisé l'ensemble de cet éco-village, partie ouverte inondable et partie habitée, en fonction de l'accueil des crues, évidemment, décennales, trentenales et centenales, et en installant finalement dans une logique urbaine qui est une très vieille logique urbaine, qui est celle du hameau de Léry. Le hameau de Léry est le hameau qui est juste tout en haut, qui a une géométrie d'une très grande intelligence, compte tenu des vents qui ne sont pas les vents les plus intéressants dans cette vallée de la Seine, qui viennent du nord-est en hiver. Il est intéressant d'orienter, en tout cas par rapport aux voies qui sont nord-sud, de mettre les maisons pignons sur la rue et non pas façade sur la rue. C'est d'ailleurs la géométrie que les architectes de l'atelier de Montrouge avaient repris pour la ville nouvelle de Val-d'Oreuil. Donc nous, on reprend aussi cette disposition-là et on fait ce que finalement le hameau de Léry avait déjà fait à l'époque. Vous voyez, je ne peux pas montrer l'image, mais le hameau de Léry, c'est la continuation de... Voilà, c'est ça exactement, merci beaucoup. Oui, il y a un étrange lotissement qui s'est installé, on ne sait pas comment, au très mauvais endroit, au bord de l'Eure, voilà. Alors que le hameau de Léry avait à la fois respecté les conditions climatiques et les conditions hydrologiques de ce site. Notre site s'appelle les Noé, et ça n'est pas pour rien, en fait, en vieux français. Et on le retrouve tout autant avec des racines normandes que bretonnes. Je suis breton, avec un nom pareil, difficile de se cacher. Noé, en fait, dans le vieux breton et dans le vieux normand, ça veut dire le terrain inondé. Et donc ce terrain a toujours été inondé.
Et d'ailleurs, la notion de nous, enfin, l'outil que l'on utilise tous pour faire de l'urbanisme aujourd'hui, que sont les nous, hein, pour gérer à la fois le stockage de l'eau et l'infiltration de l'eau, ou le ralentissement du débit de l'eau. Enfin, les nous, ça vient de ce vieux nom des Noé. Alors, si vous pouvez avancer. Voilà. Alors, dans cette diapositive-là, vous voyez l'état d'une saison à l'autre. Donc, l'eau est bienvenue. On l'a accueillie en respectant en fait des codes qui sont très clairs. Enfin, je ne vais pas vous donner les codes, mais grosso modo, on s'est installé. La partie habitation est construite au-dessus des plus hautes eaux, hein, qui viennent d'une crue de 1881. Et pour le reste, on a installé les cheminements, toujours dans une situation égale à ce niveau des plus hautes eaux, de telle manière que ça marche toujours. Le site des Noé est concerné par 3 types de zones. Une zone où on ne peut pas du tout intervenir sur le site. On peut faire des déblais, mais surtout pas de modelage qui amène à faire des remblais. Ça, c'est totalement interdit. Celle-là, c'est une couleur verte, comme on dit, une zone inconstructive vouée au lagunage des crues. Il y a une zone bleue qui est soumise à l'aléa faible et moyen des crues, où on peut faire du remblai, mais uniquement sur 35% de la surface de la zone. Et il y a une autre zone, qui est une zone jaune, qui est soumise à un aléa de remontée des nappes phréatiques. Donc en fait, quand vous regardez les photos qui se trouvent sur la gauche, vous voyez 2 années de crue où quand l'eau arrive, elle trouve sa place. Et puis sur les autres images, vous voyez que quand l'eau n'est pas là, elle n'est pas là physiquement, mais elle est là parce que la végétation magnifique qui naît de l'arrivée de l'eau sur ce site amène un paysage extrêmement agréable, ondulant sous le vent. C'est vraiment une végétation de terre humide qui apparaît à cet endroit-là. Vous pouvez avancer encore. Donc voilà, le projet en fait ressemble à cela. Vous avez des noues profondes qui sont au plus près de l'Eure, qui sont, elles, directement connectées à l'Eure. Vous comprenez qu'on a à la fois l'arrivée de l'eau de l'Eure, on a aussi la descente depuis la ville des eaux de ruissellement de pluie, et on a l'élévation de nappe phréatique. Donc on est au confluent étrange, horizontal et vertical de l'arrivée de l'eau ici. Donc des noues profondes du côté de la rivière, un retravail sur la ripisylve pour redonner une qualité, enfin, évidemment de paysage, mais aussi de biodiversité. Et au fur et à mesure que l'on s'approche de la partie bâtie, les noues sont plus larges et plus plates, de telle façon que l'on puisse y accueillir des activités de loisirs. Enfin, vous le verrez tout à l'heure, sont les espaces où les enfants jouent au football. Alors, on a choisi, pour être tout à fait en accord à la fois avec Brecht et avec l'idée de la frugalité, on a choisi de ne pas utiliser des outils lourds pour régler ça. Donc, il n'y a aucune berge qui est construite, il n'y a aucune bordure qui est installée sur les chemins, il n'y a rien qui est maçonné. En fait, les supports, enfin, vous me direz que c'est aussi de la maçonnerie, mais les supports des passerelles que l'on a installées, ce sont des gabions, simplement, et vous savez, les gabions laissent passer l'eau très, très facilement, et les cheminements sont des cheminements qui sont des cheminements poreux, puisqu'ils sont en stabilisé. Donc voilà, cet ensemble-là qui aime l'eau donne finalement des espaces que l'on va voir un peu après. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Alors, oui, vous voyez avec cette vue aérienne peut-être davantage tout le dispositif. D'abord, cette espèce de bras un peu courbe qui vient prendre les premières crues, et puis après, dans la profondeur, d'autres bras qui viennent
amener vers d'autres espaces plus à plat l'eau. Et vous avez sur la partie droite de la diapositive des vues qui vous montrent que le paysage est omniprésent. Alors, il faut que je rende hommage, et je le fais avec beaucoup de joie parce que ça a été très agréable de travailler avec lui. Je rends hommage à Denis Comont, qui est le paysagiste d'Arc-en-Terre, et qui a absolument conçu un paysage très doux, très présent, et qui nous permet en fait d'organiser à la fois cette question de la gestion des eaux, mais aussi de l'usage urbain, puisque bien sûr, quand on fait un projet urbain, on ne le fait pas juste pour gérer les eaux, on le fait pour que les gens soient heureux. Et donc, toutes les noues servent à fabriquer soit des espaces de seuil entre les circulations piétonnes, parce que les voitures sont mises à l'écart, entre les circulations piétonnes et les entrées des maisons et des logements collectifs, ou aussi, bien sûr, à maîtriser l'effet d'îlot de chaleur, puisque l'omniprésence du végétal dans l'éco-village permet de faire cette maîtrise. Voilà, le végétal a poussé depuis, on va dire, 5 ans maintenant. Je n'ai qu'une seule hâte, c'est de revenir dans 10 ans et de le voir encore plus beau. Vous pouvez descendre à nouveau. Donc voilà, vous avez quelques vues de comment le paysage trouve sa place avec des jardins familiaux. Il y avait à l'origine un projet d'horticulture bio avec une association, mais finalement l'association n'a pas tenu dans la durée. La gestion des associations est parfois un peu difficile, donc aujourd'hui elle n'est pas là. Mais je sais que le maître d'ouvrage Siloge fait tout pour retrouver un usage horticole de ce site. Partout, la perméabilité du sol est organisée. Au pied des logements et des immeubles, il y a des jardins. Dans tous les jardins, il y a un arbre fruitier. Dans l'ensemble du territoire, il y a les jardins familiaux, un très large potager, des espaces horticoles et des espaces de pâture pour les ânes qui étaient présents à l'origine. On continue. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, en fait, dans l'éco-village, les gens qui habitent là-bas, c'est du logement social. Les gens qui habitent là-bas, compte tenu que tous les logements sont passifs, avec 2 heures de soleil au 21 décembre, une bonne isolation et une bonne inertie à l'intérieur, certains n'ont pas besoin d'utiliser leur chauffage et ils nous le disent avec joie. Et évidemment, cette qualité de sobriété énergétique fait que ceux qui habitent tout près finalement ont des logements qui sont dévalorisés par à la fois la qualité de l'espace public qui est dans l'éco-village des Noé et par la qualité de vie dans les Noé. La fin du mois, c'est pas la fin du monde. Enfin, c'est pas dans cet objectif-là que les choses sont dites. Et donc, Siloge a eu l'intelligence de nous demander de réhabiliter un hameau voisin qui est le hameau de Landel. Enfin, quand je vous dis voisin, c'est de l'autre côté de la rue. C'était vraiment en vis-à-vis. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Donc, voilà, vous voyez en haut à droite l'éco-village et devant nous, de part et d'autre de la voirie, l'équivalent en termes de logement de maisons Phoenix. Et plutôt que de détruire les maisons Phoenix, Siloge a eu l'intelligence de nous demander de les réhabiliter en intégrant la qualité des espaces publics de l'éco-village des Noé et en faisant une réhabilitation thermique. Ce qui nous a permis aussi de faire un vrai travail sur le sol et sur l'eau, puisque le hameau de Landel était envahi de voitures, tous les espaces extérieurs étaient imperméabilisés. Et donc, on a fait un travail pour que finalement, les enjeux de l'heure remontent le plus loin possible dans le hameau de Landel, au travers de l'éco-village des Noé. Si vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Donc, voilà, j'imagine que vous avez déjà vu des maisons Phoenix. Hein, c'est une structure en acier minimale et panneaux de béton de 3 cm d'épaisseur pour les façades. Bon, ça a permis à des familles de se loger à bas prix et à des bailleurs sociaux de faire du logement social. Mais voilà, aujourd'hui, les conditions
ont vraiment changé et la réhabilitation était indispensable. Donc, si vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Le chantier est en cours, donc je ne vais pas vous montrer des choses finies, mais on a simplement déconstruit 4 maisons, de telle manière de rouvrir ce site qui était un site véritablement fermé. Et on voit les images qui suivent là, faire en sorte que des continuités, donc dans toutes les images que vous voyez par les passages, par les rues et les continuités de paysage, ce sont les Noé, et juste derrière les Noé, la ripisylve de l'Eure qui apparaît. Et donc voilà comment, là où il n'y avait que des voitures et de l'enrobé, le paysage va retrouver sa place. Alors, les jardins vont aussi s'élargir. Bien sûr, la qualité de vie est accrue aussi à l'intérieur des logements pour tout le monde. Et du coup, les eaux de ruissellement qui arrivaient vers l'éco-village des Noé vont être réduits. Donc voilà, une histoire rolivalloise. Merci Philippe pour cette présentation et ce projet très intéressant aussi. Eh bien voilà, maintenant je vous laisse la parole si vous avez des questions pour nos invités, nos intervenants. Bonjour, je vais peut-être mettre la caméra. Hop. Toc. Bonjour à tous. Moi, je veux bien avoir vos retours suivant les différents projets pour savoir comment se sont passés les échanges, notamment avec les services instructeurs, la DDTM, les bureaux de contrôle, tous ces partenaires en fait qui participent aussi à la réflexion et à l'élaboration du projet. Et avoir un petit peu voilà, votre retour d'expérience sur peut-être les idées facilitatrices ou les bonnes pratiques à avoir dès le départ. Je peux commencer si vous voulez, mais en fait, nos relations avec la police de l'eau ont été très, très utiles. Et donc, on n'a pas attendu pour aller vers la police de l'eau, puisque, pour être très clair, ça a fini par être au mètre cube près. Hein. Les différents déblais remblais, tout ça a été fait avec une très très grande précision. Et c'est extrêmement utile, me semble-t-il, pour des urbanistes et des architectes et des paysagistes d'être avec des partenaires qui, évidemment, avaient envie qu'on y arrive. Enfin, ils ne sont pas contre ce type de projet, bien au contraire. Ils l'aiment, donc voilà, si j'ai juste un conseil à donner, le plus tôt on leur parle, le plus riche c'est dans le projet. Moi, je peux peut-être vous parler d'une étude de faisabilité que j'ai réalisée dans une commune dans le Calvados, où en fait une commune disposait d'un équipement public situé dans la bande rouge du PPR, donc une zone inconstructible. Et On ne vous entend plus. Le son est coupé, ouais. Céline, on t'entend plus? On te voit plus, on t'entend plus. Céline a dû avoir un problème de... Voilà, pendant que Céline est perdue, le temps qu'elle revienne. Je ne sais pas, Yannick et Zoé, si vous avez eu, vous aussi, des interactions avec peut-être la DDTM ou les services en amont par rapport à l'étude sur le projet. Nous, on est vraiment au stade de concours d'idées. Donc, on n'est pas encore avec des bureaux de contrôle et des choses comme ça. Mais par contre, on a présenté ce travail-là ensuite aux élus communautaires.
Donc, on a fait un travail de sensibilisation, essayer de les embarquer dans l'idée de transformation à partir de leurs problématiques actuelles. Donc ça a été un peu le défi de se dire, mais quels sont les endroits aujourd'hui qui sont en questionnement et en projet pour commencer l'histoire à partir de là et pas amener une sorte d'expertise ou de choses un peu extérieures. Et ce qui a lancé, on vous a présenté la parcelle NJ qu'ils ont depuis acheté. Suite au concours d'idées, en se disant, bon, on va essayer peut-être. Alors, on est sur des temps de transformation urbaine, donc ça peut s'arrêter très vite. Hein. Mais là, on est dans un échange pour peut-être commencer à faire ce projet pilote démonstrateur sur la parcelle NJ qui ne leur appartenait pas pendant. Ah, on n'entend plus non plus. Ouais. Camille, c'est pareil, vous avez piloté comment ce travail avec les instances instances publiques, les institutions, enfin, ou la police de l'eau, ou la DDT, ou dans le cadre des autorisations d'urbanisme aussi, au préalable? Alors, non, en fait, le principal interlocuteur qui était à convaincre, c'était plutôt le bureau de contrôle Oui. et le géotechnicien. Donc en fait, ça a été finalement la partie réglementaire, elle était pas très compliquée. C'était la réalisation, la réalisation technique de cette inondabilité. Et là, il fallait que le géotechnicien et le bureau de contrôle suivent les préconisations de notre bureau d'études structures. Qui était un peu qui était résiliente et qui n'allait pas dans le sens du programme de base, qui était à la base quelque chose de très lourd, qui était sur un cuvelage, des micropieux, etc. Donc là, on était sur quelque chose qui acceptait l'eau et qui gardait les conditions actuelles du bâtiment. Et ça, il a fallu effectivement convaincre le bureau de contrôle qu'on est sur une adaptation et pas sur une application de réglementation. Mais sinon, du point de vue de la DTTM ou de l'instruction du permis, on n'a pas eu de conflit, ou même on n'a pas eu à les convaincre de quelque chose. Merci. Je vois qu'on a une question de Pascal Boquet, mais juste avant, est-ce que Céline, t'es revenue? Oui, je suis désolée, j'ai une coupure de courant, mais je suis de retour. Oui, non, je voulais juste vous présenter l'exemple du coup d'une FESAC que j'ai réalisée pour une commune Calvados, dont un bâtiment public est en zone rouge du PPR. La commande initiale, c'était d'étudier la possibilité de surélever ou de réaliser une extension. Et en fait, il y a tout un travail de sensibilisation qui a été nécessaire pour expliquer aux élus que leur projet n'était malheureusement pas envisageable du fait de l'inconstructibilité de cette zone rouge. Et ce qui m'a semblé hyper intéressant, en fait, c'est que, comme vous le disiez, Monsieur Madec, c'était que de faire venir la DTM dans la discussion dès le départ a permis de mettre en place une sorte de négociation. Enfin, c'est-à-dire qu'une marge de négociation est possible avec la DTM. Et dans le cas de figure de cette étude-là, le bâtiment, sa structure permettait en fait d'envisager une démolition partielle qui permettait de sortir de la bande rouge et donc de libérer ce bâtiment de ce zonage-là et de lui donner une évolution possible. Donc, je trouvais intéressant que la structure d'un bâtiment et l'approche du projet, en fait, que la DTM soit ouverte à ce type de démarche. Merci. Donc, Pascal Boquet, je vous laisse poser votre question. J'étais amené à effectivement construire une opération à la rivière Saint-Sauveur, qui est à côté d'Honfleur, à l'embouchure de l'Orange. On avait initialement une zone qui était aménageable et inondable. On a été amené à modifier le PLU, et pour modifier le PLU, pour rendre le terrain constructible, on a dû faire une étude hydraulique et on s'est confronté donc à la police de l'eau, effectivement, qui avait ces critères et qui, pour modifier le PLU, avait besoin d'études hydrauliques pour justifier un projet. Donc, on a la difficulté qu'on a en tant qu'architecte, c'est qu'on a affaire à nos ingénieurs hydrauliciens
Et dans cette famille, il y a plusieurs écoles également. Il y en avait qui étaient pour l'expansion de crues avec création de vide. Et il y en a d'autres qui disaient non, non, il suffit d'un bon entretien et laisser l'eau inonder le terrain. On va plutôt vers cette école-là, dans le sens où on laisse plutôt faire l'eau, et quitte à inonder encore des zones. On a été amené à construire 115, 140 logements en logement collectif avec des vides sanitaires inondables. En fait, on avait ce qui nous commandait dans notre PLU, une fois qu'on l'avait modifié, c'était la code inondabilité. Donc, on est soumis, si vous voulez, au PPRI, en fait, qui nous commande. Et en tant qu'architecte, on a juste des guides réglementaires à respecter de manière à pouvoir aménager faire nos projets, en fait. Et on n'a pas tellement, on est très cadré, en fait, par rapport à cette réglementation, qui pense être un bienfait, mais on s'aperçoit quand même, quand on approfondit les choses, que chaque ingénieur a un peu son école. Si je peux rebondir sur ça, il n'y a pas que chaque ingénieur qui a son école, parfois il y a chaque préfecture qui a son école. Ça dépend beaucoup des gens. Et je vais vous raconter une petite histoire, mais j'ai réalisé tout près de Toulouse un bâtiment qui s'appelle l'ARIA, qui est un centre culturel, dans un site où on savait qu'il y avait une élévation de l'eau, donc on s'était mis 60 cm au-dessus des plus hautes eaux. Et une fois qu'on commence à construire, le nouveau secrétaire de la préfecture nous attaque pour qu'on démolisse le bâtiment. Alors quasiment tout le gros œuvre était terminé, alors qu'ils avaient donné leur autorisation pour le permis. On a été attaqué 3 fois au tribunal. La municipalité a tenu bon et nous, on les a aidés. On a gagné 3 fois. Et pendant le même temps, le PPRI de la vallée, qui s'appelle la vallée de l'Aussonnel, était réétudié. Et à la fin de l'étude sur la vallée de l'Aussonnel, le résultat était que notre site n'était pas inondé. Donc vous voyez, il faut savoir dire non parfois. Merci. Oui, effectivement, on a aussi des PPRI qui se modifient au gré des élections aussi, j'ai remarqué. Oui, tout à fait. C'est difficile. Céline, peut-être, est-ce que tu peux rebondir sur justement la perception des élus, puisqu'avec le CAIE 14, vous avez réalisé ce guide aussi de pédagogie, en quelque sorte, sur les risques et les modalités. Quel accueil est fait aujourd'hui à ce guide et aux explications que vous pouvez fournir aux différents élus? Alors, je ne peux pas vous répondre concernant le guide parce qu'il n'est pas encore complètement paru. Enfin, il est en phase de relecture en ce moment. Donc, il ne va pas tarder à être disponible au CAIE et sur le site internet, mais ce n'est pas encore le cas. En revanche, je peux répondre plutôt par rapport aux différentes sollicitations que l'on a depuis 2019, je dirais, en tout cas depuis que j'y suis, et que nous avons mené un colloque, cet appel à idées, maintenant un guide, puis peut-être bientôt des formations. En fait, les réactions sont très diverses. Ça dépend beaucoup des territoires, ça dépend des générations d'élus. On a de plus en plus de sollicitations pour réaliser des diagnostics, notamment suite à la réalisation d'une démarche qui s'appelle Notre littoral pour demain sur le territoire. Et en fait, à la suite de ce travail-là, les élus sont demandeurs de réalisation de diagnostics en se posant la question de quelle est l'échelle, quel est le périmètre d'études à réaliser. Est-ce que c'est l'échelle de l'intercommunalité, du quartier, du bâti. Donc ça, c'est un accompagnement dont ils ont besoin. Je pense à d'autres territoires où nous sommes peut-être moins bien reçus, où les élus considèrent que le temps est à la stratégie de résister, que les générations futures devront faire face à cette problématique, et puis que un beau jour, le patrimoine sera sous l'eau, c'est comme ça, et de toute façon, qu'ils n'ont pas l'aide nécessaire vis-à-vis de l'État pour
pour adapter le territoire existant. Donc, c'est vraiment au cas par cas, en fait. On a des gens très moteurs, d'autres qui n'envisagent pas d'adapter le territoire aujourd'hui. Par frilosité, peut-être d'un renouvellement de mandat ou par la réaction d'habitants qui sont parfois assez virulentes aussi. Merci. Est-ce que je peux revenir sur tout à l'heure l'appel à projet de la MITER avec Yannick et Zoé? J'ai noté que vous étiez passé rapidement sur les adaptations de l'existant. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes par rapport à ce que vous aviez proposé sur ces points-là, s'il vous plaît? Oui. Déjà, on avait un postulat, c'est que sur ce qu'on a appelé le lit majeur, donc les zones qui pouvaient être exposées à des risques d'inondation à très long terme, voire exagérés, c'est un peu la limite max qui définissait un abri certain. À très très long terme et dans des cas pessimistes, on avait l'idée qu'on ne construirait plus de logements dans cette zone déterminée. Par contre, on allait transformer les logements existants. Pourquoi plus mettre de logements? C'est que c'est les choses les plus difficiles à déplacer. Et donc, soit les logements étaient adaptés, et on pouvait les adapter aujourd'hui à une inondation hypothétique ou possible, soit on cherchait d'autres endroits où les installer. Sur la transformation de l'existant, donc il y avait donc les bâtiments d'Engie, donc des bâtiments de stockage qui sont assez beaux, certains en briques, certains de la reconstruction. L'idée était de les accompagner, mais je pense que la présentation de Camille pouvait être quelque chose de semblable, de voir comment en fait on peut avoir momentanément les pieds dans l'eau sans que ça déstabilise totalement les usages et le bâtiment. Et ensuite, il y avait l'idée de se dire, mais qu'est-ce qui, dans cette idée de dépli, c'est de laisser les choses venir, donc l'eau monter si on est à une échéance de peut-être plusieurs décennies, voire plusieurs générations, de se dire qu'on transmettait un héritage qui soit acceptable à ces nouvelles générations. Donc c'était très peu construit sur la parcelle, donc le problème ne se posait pas forcément, mais il y avait aussi voir comment on pouvait abandonner un rez-de-chaussée et rehausser l'espace public, d'où cette rue quai qui était déjà un rehaussement à la fois paysager, mais aussi pour anticiper la montée des eaux. Et c'est vraiment aussi créer un paysage qui marche sans l'eau. Enfin, c'était aussi ça, de se dire, on va pas construire un urbanisme qui va se construire avec l'attente de presque s'exaucer avec la montée des eaux, mais bien de se dire, on va habiter un sol qu'on va reconnaître, qu'on va rendre palpable, qu'on va rendre sensible. Et ça, c'est vraiment avant de fuir, il faut déjà renouer un rapport à l'eau. C'est aussi ce que tu disais, Philippe, avec l'aménagement des noues qui deviennent espaces dédiés aux enfants et avoir en fait un espace qui puisse évoluer en fonction aussi des aléas de la nature. Oui, bon, on a tout relevé sur les crues centenales en ce qui nous concerne, et pas sur les décennales et les autres. Et je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin, on le sait, au siècle passé, l'élévation au niveau de la mer, c'est 17 cm. Et dans les estimations du GIEC, pour une température maîtrisée à 1,5 et restant en dessous de 2, c'est 1 mètre pour ce siècle-ci. Et pareil, dans le 6e rapport, le GIEC dit les 1,5 degrés, c'est pour 2030. C'était prévu à la fin du siècle. Maintenant, on dit les 1,5 degrés, c'est pour 2030. Donc, c'est dans 17 ans.
Donc plus 1 mètre au minimum à la fin du siècle. Et alors lisez bien le rapport du GIEC parce que maintenant on sait bien que le 1,5 on n'y restera pas. On sait bien qu'on va arriver au plus 2. On sait bien aussi que c'est plus 2,5 voire 2,8, ce qui a été la température discutée à la dernière COP. Et si vous lisez bien le rapport du GIEC, 2,6, c'est plus 6 mètres de hauteur. Là, pas à la fin du siècle, mais dans le siècle à venir. Alors, moi j'ai des enfants et des petits-enfants. Faites la somme de mes enfants et de mes petits-enfants, ça fait un siècle. Est-ce que j'ai envie de donner ce que ma famille a aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de le donner à des terres qui vont disparaître? Non, je ne crois pas. Et je trouve qu'il y a la nécessité d'une vraie prise de... Enfin, le travail que je fais au prêcheur, moi, me réjouit parce que je vois cette communauté des gens du prêcheur chez qui le déni collectif a disparu. Bon, faut dire qu'ils ont perdu 200 mètres de côte. Hein. Aujourd'hui, eux, ils le vivent, mais faut-il à nouveau perdre 200 mètres de côte partout, que les immeubles comme le Signal disparaissent pour qu'on prenne des décisions réelles, quoi. Qui fait que, parce que, enfin, vous voyez bien, c'est comme très étrange. L'élévation au niveau de la mer, tout le monde sait que ça va se passer, et les gens continuent à se presser pour acheter une maison à vue sur mer, et qui coûte de plus en plus cher. Enfin, il y a quelque chose qui est d'une folie infinie dans cette histoire. Et si nous, les aménageurs du territoire, pas ceux qui fabriquons l'établissement humain, si on le dit pas, mais qui le dira? Enfin, effectivement, que les élus vont peut-être pas le dire parce qu'ils ont envie d'être réélus. Donc là, je peux vous dire que le maire du prêcheur, avant, il l'a dit et qu'il a absolument engagé toute sa population dans cette nécessité d'une refondation. Alors je sais qu'on n'est pas dans le Pakistan et le Bangladesh, mais 1500 morts pour une inondation au Pakistan. Voilà. Donc c'est extrêmement sérieux, c'est très très sérieux cette histoire. On peut montrer qu'on est, voilà, nous, des gens attentifs et bienveillants, mais en fait, il faut se préparer. Depuis le temps que je suis dans cette histoire, je me dis qu'on y sera arrivé, mais on va continuer à faire ce qu'il faut pour que ça réduise ce dérèglement climatique. Mais là, il faut se préparer. Faites plus 1 mètre de hauteur de l'eau, ajoutez une grande marée, plus une tempête, et vous verrez quoi. C'est même pas la faute sur mer. Hein. Sur cette notion de préparation, si je peux me permettre, ça me fait penser au projet du quartier de la Bouillie à Blois. C'est un projet hyper intéressant où en fait des paysagistes ont accompagné les élus dans finalement la délocalisation lente d'habitats qui se trouvaient dans des bras des réservoirs. Et ce qu'ils expliquaient, c'est déjà toute une démarche de concertation, d'acceptation, de mettre en place ces délocalisations. Le fait de devoir arrêter, le jour où on a pris cette décision, le prix des habitations pour qu'elles ne soient pas dévalorisées, que le foncier soit rachetable en fait à chaque particulier par la commune. Et l'aspect qui me semble hyper intéressant, c'est le retour d'expérience qu'ils ont eu, c'est qu'en fait, quand ils ont commencé à délocaliser, il y a tout un paysage de no man's land qui s'est créé, et ça, ils ne l'avaient pas du tout anticipé. Donc, c'est ce que je trouve hyper intéressant dans votre travail, Yannick, c'est que sur le dépli, il y a aussi toute cette anticipation de que va devenir le paysage, le bâti existant qu'on va délaisser, toute cette matière qu'on va devoir déconstruire. Enfin, c'est d'éviter en fait par le travail d'anticipation l'abandon, la pollution des sols, la pollution par les matériaux et la démolition
petit à petit des habitats, enfin de toutes les constructions. Donc, ouais, c'est vraiment réfléchir au temps de transition entre l'état actuel et le temps de la montée des eaux ou du débordement, et de trouver les nouveaux usages de ces territoires-là pour effectivement les futures générations, pour que ces espaces-là soient qualitatifs demain et après-demain. Laure, je crois que vous voulez prendre la parole. Oui, bonsoir. Laure Lucadou, je suis architecte. Je fais partie de l'association des architectes des risques majeurs aux côtés de Céline. Et je voulais juste rebondir sur ce que disait Monsieur Madec, Céline aussi, et aussi pour finir sur une note un peu, pas d'espoir, mais de revaloriser nous, notre action dans ce contexte difficile quand même des risques. Je pense qu'effectivement, comme disait Monsieur Madec, on a un rôle en tant qu'acteur du territoire qui est de rompre avec la dynamique de déni, parce qu'elle ne mène nulle part. On le voit bien dans toutes les catastrophes qui ont lieu. Et puis d'essayer de transformer ces contraintes qui sont croissantes et exponentielles en opportunités de projet. Il sort beaucoup de choses, mine de rien, très inspirantes des catastrophes. C'est dommage de devoir en arriver là, mais par exemple, dans les Pyrénées, on a des reconstructions avec des territoires qui se posent la question de leur attractivité, de ne pas reconstruire dans les zones qui ont été inondées, qui sont en fait, apparemment, sans les dire des élus, bien mieux qu'avant. Donc, dans la Roya aussi, on a des questions sur quel devenir pour nos territoires, et ça fait émerger des questions beaucoup plus larges. Et puis même, voilà, essayer comme dans tous les projets que vous avez montrés ce soir, essayer de se poser la question des risques frontalement et comment l'intégrer, comment on en fait un projet qui est qualitatif. Moi, je trouve que c'est notre rôle, c'est une démarche, et voilà, pour essayer de finir un peu sur un autre, que je pense qu'on a un rôle très important en tant que concepteur et acteur du territoire, et que le risque peut être voilà, une vraie opportunité de projet, un vrai levier qu'on peut mobiliser en tant qu'architecte. Voilà, c'était juste pour rebondir. En tout cas, merci pour tous ces échanges très intéressants. Merci Laure. Moi, j'ai encore une question. Je t'en prie, Charlène. Moi, je reviens sur sur les échanges qu'on a fait, mais au préalable du webinaire. Et je me rappelle, Philippe, que tu nous as parlé de la notion de reméandrage, et j'aurais bien aimé aussi que tu puisses nous en parler pour évoquer aussi cette possibilité-là. Oui, je te remercie de l'évoquer. Je n'ai pas parlé du travail que l'on fait pour la commune de passer dans Rennes Métropole depuis 1996 maintenant, mais bien sûr la question hydraulique là aussi était décisive. Si on accepte que c'est plus important de savoir par où passe l'eau que par où passent les voitures, on arrive à un rapport au territoire qui est heureux, enfin je pense vraiment. Et donc il est très utile de faire en sorte que l'eau retrouve son temps, retrouve son territoire, retrouve ses géométries, et arrête d'être canalisée, usée, mise dans les fossés comme ça l'a été par l'agriculture industrielle et par l'urbanisme industriel. Et donc dans tous nos projets, on travaille avec des hydrologues évidemment, et sur Rennes, c'est avec des gens magnifiques, c'est l'IA Hausen, Gwenaël Deno, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez envie de travailler avec lui, mais je vous conseille de le faire. Et avec Gwenaël Deno de l'IA Hausen, on réussit à faire du reméandrage, c'est-à-dire que quand on repère, et c'est pas si compliqué de le voir, qu'un ruisseau se retrouve dans les fossés de parcours d'une voirie et se gorge
se gorge d'hydrocarbures, il y a un travail à faire pour retrouver son lit historique et ramener du méandrage, effectivement, pour que l'eau soit ralentie, qu'elle nourrisse davantage la nappe phréatique et qu'elle soit aussi dégagée de la voirie, et que du coup aussi, voilà, l'eau qui va, quand un ruisseau va nourrir une rivière, l'eau que le ruisseau amène est de meilleure qualité. Donc, oui, on l'a fait à plusieurs reprises à passer. Ça fait 20 ans qu'on le fait. En fait, c'est très heureux de revenir 20 ans après sur des projets où la nature a été remise en avant, parce que du coup, elle a eu le temps de trouver sa place, quoi. Et il n'y a pas plus beau. Hein. Enfin, excusez-moi, mais je suis beaucoup plus ému par le retour d'un bosquet que par un beau bâtiment, par d'un bon chemin de l'eau à sa place que par une façade. Et donc voilà, sur Passé, on le fait. Et c'est très facile à faire. Il faut engager les élus, mais quel élu aujourd'hui n'a pas envie de montrer son engagement pour défendre l'environnement? Quel élu est capable de dire ça ne m'intéresse pas? Il serait fou, il y a peut-être des fous, hein, mais aujourd'hui plus personne ne veut entendre ça. Donc voilà, on remet. Si personne n'a d'autres questions ou ne veut prendre la parole, je pense que nous allons conclure et nous dire qu'on a encore du chemin à faire. Et j'ai confiance en nous. Je pense que nous sommes beaucoup à réfléchir sur nos projets, à essayer à mettre une pierre ou un grain de sable peut-être à l'œuvre à chaque fois pour avancer et faire en sorte d'avoir un monde meilleur et plus positif ou d'essayer de juguler les choses en tout cas. Je remercie énormément les intervenants, mais aussi les participants de donner de l'intérêt à ce webinaire et au sujet qu'on essaye de développer pour vous y intéresser et pour faire part des expériences de chacun d'entre nous, pour échanger en tout cas sur nos pratiques. Et je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée à vous et merci pour l'invitation. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci Camille, merci bonne soirée. Merci Yannick. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci Céline, excuse-moi.